Alors, bonjour, ouais, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je Cette vais te raconter. histoire Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie, en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 29e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Louri. Dans son adolescence, pour diverses raisons, Louri a sombré dans la délinquance, ce qui l'a conduit à ne pas pouvoir quitter le territoire français pendant 5 ans. Pendant ces longues années, cette contrainte a généré chez lui une envie viscérale de voyage, d'air libre et de tous les possibles. Il remporte alors un concours pour se rendre aux États-Unis. Il pense partir pour 1 mois, mais il s'apprête à vivre le début d'une aventure où le voyage fera partie de sa vie de manière inhérente. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Louri. Retour à l'instant T. Bonjour Louri, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Eh bien, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être là aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Je m'appelle Louri Lag, je suis explorateur. Mon travail est un peu particulier puisque ça consiste à relever des défis sportifs ou mener des aventures extrêmes dans des endroits très reculés du monde, la plupart du temps en solitaire. Je suis papa de 2 petites filles et j'habite sur Biarritz, la côte atlantique. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, revenir en arrière pour qu'on comprenne d'où t'es venue cette envie du voyage ? Donc, je crois que ça s'est généré par ton évolution, ton enfance, ta jeunesse. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette période de ta vie pour nous expliquer et partager aux auditeurs cette envie viscérale qui est née en toi ? Alors, l'envie du voyage, en fait, l'envie de l'aventure, je pense que je l'ai toujours eu depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai un frère avec lequel j'ai 18 mois d'écart, et on a toujours eu cette vocation à découvrir, à crapahuter, à construire, à faire des cabanes dans les arbres. J'ai été éduqué un peu à la dure avec un père qui a été assez spartiate, on va dire, et ça m'a donné déjà un prégoût pour l'aventure. Mais ce qui a vraiment généré mon changement un petit peu de vie et qui m'a poussé dans cette diagonale-là, c'est le fait que j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune et que moi, j'ai eu l'interdiction de quitter le territoire français pendant 5 longues années, qui m'ont créé une carence et donc qui m'ont poussé, au bout de ces 5 années à me dire je veux absolument partir à l'autre bout du monde. T'avais quel âge sur ces 5 ans d'interdiction de quitter le territoire ? J'avais 20 ans et donc c'est une année qui est difficile. Moi, j'ai passé ma 20e année en détention quand j'étais plus jeune. J'ai fait plein de bêtises sur lesquelles je me suis jamais caché et donc dès mes 20 ans à mes 25 ans, c'était ça la vraie grosse punition, c'est que je n'ai pas pu partir de mon propre pays et ça a généré en moi quelque chose de très revanchard. En plus, c'est les années où on a enfin cette liberté, on est majeur et on peut découvrir beaucoup plus le monde qu'en quittant, on va dire, l'adolescence. Du coup, ça a vraiment créé une frustration énorme, j'imagine. Exactement, c'est l'âge où on a envie de bouger dans tous les sens. Donc moi, ça a été très dur pour moi et c'est vrai que quand j'ai pu, je suis parti le plus loin possible et c'est comme ça que j'ai entamé ma première aventure qui n'était pas spécialement une aventure écrite. Je suis parti aux États-Unis et je me suis rendu compte que rien ne serait comme je l'avais entendu. Je savais pas à quoi ressemblait un voyage, je savais pas ce que c'était les backpacks, je savais pas tout ça et j'ai par contre de suite compris que rien ne serait comme Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce que pendant ces 5 ans, tu t'es dit, bon, dès que j'ai la permission de quitter le territoire, je prépare en fait ce voyage en me disant, le jour J, je m'en vais ? Ou est-ce que c'est vraiment le jour de ta libération ? Est-ce que c'est là où tu t'es dit, bon, faut que je fasse quelque chose, je prends mon sac, je sais pas où je vais, mais j'y vais ? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ouais, ça s'est passé vraiment comme ça, de manière où le jour où j'ai su que ça allait s'arrêter et tout, j'ai pris un ticket puis je suis parti quoi. Alors explique, voilà, ce voyage, pourquoi les États-Unis ? Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé ? Est-ce que t'avais un peu organisé ? Pas du tout.
C'est une longue histoire, mais à cette époque-là, j'avais participé à un concours pour gagner une montre et ils offraient un voyage dans cinq destinations inconnues. Et donc, j'ai participé et j'ai remporté un concours et il fallait mettre des villes où on aimerait potentiellement aller. Et j'ai mis les États-Unis parmi plein d'autres et ça a été sélectionné là-bas. Et du coup, je suis parti aux États-Unis, pas du tout préparé, avec un sac de 21 kilos, 500 balles en poche. C'était ma première aventure. Et c'est vrai que ça a été très laborieux et que ça a été plus une mini expédition ou les prémices de ce que je fais aujourd'hui qu'un véritable voyage en sac à dos. Voilà. Et ça a été ma première appréciation. Et en fait, au lieu de partir un mois, je suis parti 9 mois et j'ai terminé en Colombie. Et je suis passé par 1 milliard d'étapes, par 1 milliard d'aventures et de déceptions, de fou rire. Et ça a été mes premières sensations de ce qu'est finalement le reste du monde. Et donc c'est 9 mois avec initialement 500 € en poche. Exactement. Donc tu as dû travailler sur place ou alors être au contact des personnes, leur solliciter leur aide. Exactement, j'ai fait un peu tout ça. J'ai gratté un peu ma croûte, j'ai gratté un petit peu les gens, je me suis fait héberger, j'ai vogué à droite à gauche, et j'ai baroudé en allant d'une adresse d'un copain, et puis ça s'est fait comme ça pendant un certain temps, et des gens m'ont rejoint, et puis des gens m'ont aidé, et les gens étaient assez heureux pour moi, en fait, finalement, que je puisse partir à l'étranger. Donc. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois rentré au bout de 9 mois ? Ben, je m'étais inscrit dans une école de cinéma avant de partir. Mon père avait mis un mot d'ordre en mode ben, quand tu rentreras, pour que tu rentres en tout cas, on va faire quelque chose. Et donc du coup, il m'avait payé une école de cinéma parce que je voulais faire du cinéma. Et il y a eu une rentrée à un moment donné à Paris une année plus tard. Et donc je suis rentré dans un choc brutal absolu de pieds nus à l'autre bout du monde à la pollution et les grands immeubles à Paris. Là, ça s'est pas passé comme tu l'imaginais ? Non, pas du tout. J'ai tenu à peine 9 mois, je crois, à Paris, et puis j'ai fini par abandonner parce que c'est pas du tout une condition qui me convient. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut faire pour vivre à Paris. Mais toi, t'as grandi en région parisienne ou pas du tout ? Pas du tout. Et heureusement pour moi. C'était l'école en fait qui se trouvait à Paris parce que voilà, il y avait les meilleures écoles de cinéma et donc qui t'emmenaient pousser là-bas. Ok. Exactement. Donc au bout de ces 2 mois, tu plaques tout. Qu'est-ce que tu fais ? Je rentre à Bordeaux et je saisis une opportunité de reprendre en fait, de créer une entreprise dans le bâtiment, là où en fait j'ai arrêté mes jeunes années d'étudiant, parce que moi j'ai même pas le brevet des collèges, donc je suis parti en pré-apprentissage à 14 ans. Et donc du coup je me redirige dans cet univers-là et je monte une entreprise à Bordeaux. Le défi en fait de payer ma dette, d'être un citoyen exemplaire m'a plu, et voilà. Et donc j'ai fait mon temps, j'ai monté une entreprise, j'ai très bien gagné ma vie, j'ai commencé à me payer des grosses voitures, super, tout était beau, tout était magnifique. J'ai monté une seconde entreprise dans un concept un petit peu nouveau de construction de maisons écologiques, j'avais tout un marché. C'était génial, pareil, mais entre-temps j'ai eu des enfants, je les voyais pas, ça m'intéressait pas. Et puis... Pourquoi tu les voyais pas à cause du travail ? Eh oui, je travaillais énormément. J'étais très dévoué à mon travail et je travaillais plus de 90 heures par semaine. Donc, j'étais devenu monsieur tout le monde, en fait. Ça m'a absolument pas du tout conquis. Et donc, suite à ça, ça a duré quelques années et j'ai tout plaqué pour partir à l'autre bout du monde, retrouver des sensations et me dire qu'en fait, ce que j'aimais, c'était partir à l'aventure. Et donc, je sais plus combien d'années plus tard, mais 4-5 ans plus tard, j'ai décidé d'arrêter mes sociétés et de rebâtir tout un nouveau modèle économique autour de l'aventure, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait personne à part Mycorn. Et donc, du coup, je suis reparti de zéro. Et donc, pour revenir juste un petit peu en arrière, à ce moment-là où tu construis ton entreprise, etc., est-ce que tu dirais que c'était une sorte de pression sociale, que la société attendait de toi, en fait, que tu te ranges, entre guillemets, que tu arrêtes de voyager, que tu développes un business ? Est-ce que tu sens, en final, que c'était des pressions et ce que les gens attendaient de toi à l'extérieur, mais que, en fait, que toi, ça venait pas de toi, quoi ? Je pense que c'est un mélange, en fait. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Je pense que c'est un mélange de pression familiale. Je pense que c'est un mélange de pression sociétale. Je pense que c'est une quête personnelle pour me prouver que je suis pas juste un bon à rien, pour le prouver aussi à ma famille. C'est un mélange de beaucoup de choses, en fait, qui m'a poussé à me dire je vais aller à fond dans cette aventure. Et puis après, quand j'entreprends quelque chose, quoi qu'il arrive, j'essaie de le mener à fond, quel que soit
l'univers bon, mauvais, légal, illégal, et c'est ce qui m'a mené dans toutes ces expériences douteuses, bonnes, exceptionnelles ou ratées. C'est que j'ai toujours fait tout à fond. Et donc, quand je me suis lancé dans ces sociétés et tout, je me suis dit, c'est super, j'ai fini par embaucher mon père, prendre ma revanche sur la vie, devenir quelqu'un dans un rang, avoir des enfants, et j'ai dit, ben voilà, j'ai fini par dire, c'est tout ce que vous attendiez de moi, finalement, c'est ça la réussite. Waouh, et ben en fait, c'est nul, et du coup, je ne vais pas faire ça. Et du coup, c'est là que tu te dis, je repars vivre des sensations fortes. Ouais, je me dis, il me manque quelque chose, et j'ai fait mon temps dans le monde de l'entrepreneuriat, du coup, de cette manière-là, et donc, je veux retrouver quelque chose qui me plaît, et c'est ce que j'ai fait. Et est-ce que tu saurais dire à quel moment tu as eu ce déclic de te dire, en fait, mon truc à moi, c'est les voyages, les explorations, en fait, au-delà des voyages. Est-ce que tu saurais ce moment-là, en fait, à quel moment c'est devenu une évidence? Il y a eu 2 moments qui ont été très importants et très révélateurs. Le premier, ça a été quand j'ai eu des clients qui ont créé des impayés dans mon entreprise, dans une de mes entreprises. Je me suis dit, finalement, en fait, les banques me courent après, je subis une pression psychologique alors que je voulais bien faire. Et donc, quand je suis rentré dans ce système en pensant que j'allais être un bonhomme, j'étais juste devenu l'esclave de moi-même, d'une de mes entreprises, et j'avais quitté ma prison pour une autre, en fait. Et donc, ça a été un premier déclic. Et quand je suis parti à l'aventure et que j'ai perdu mon sac et que je me suis retrouvé sans rien. Raconte cette histoire. Comment est-ce que tu as perdu ton sac? Quel contexte? Mais en fait, je suis parti à l'aventure. Je suis parti pour retrouver des sensations. Et en fait, la compagnie aérienne a juste perdu mon sac avec toutes mes affaires, mon drone, mes machettes. Et moi, je partais en mode savane en Asie. Et ils ont tout perdu. Et j'ai dû me débrouiller tout seul, juste avec ma carte bleue. Et donc, là, j'ai retrouvé des sensations en mode... Ouais, c'est cool, faut survivre, faut se démerder. Et là, je me suis dit, putain, c'est quand même bon, quoi, ça, cette sensation où rien n'est acquis, il faut se faire et tout. Et là, je me suis dit, mais qui fait ça en fait? Est-ce que ça existe ce métier et tout? Et je me suis posé une vraie question. Et là, j'ai compris que c'était pas encore quelque chose qui était très répandu. C'était le début, c'était il y a presque 7-8 ans. Mais du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais et justement, tu vois, cette réflexion de est-ce que c'est un métier, j'imagine que t'as pas trouvé la réponse comme ça. Enfin, à la base, c'est pas marqué explorateur dans le livre des métiers au lycée quand tu te dis bon, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est pas marqué, mais après, il y avait effectivement Bear Grylls et Mike Horn qui étaient 2 exemples de gens qui vivaient de leur aventure. Je me suis dit, si eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi? Donc, c'était juste une question de temps pour trouver un modèle économique viable. Il fallait se faire un nom. Il fallait monter, gravir les échelons. Il a fallu trouver de l'argent, trouver des sponsors, et au fur et à mesure, avec les années, en ayant la volonté d'accomplir des choses bien plus grandes à chaque fois, et de gravir marche après marche cette ascension pour créer des records, pour te faire connaître, devenir une personne, ramener des contenus exclusifs et tout. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui pouvait intéresser, comment la société changeait, comment les réseaux sont intervenus là-dedans, comment il fallait évoluer. Je suis arrivé très tard dans plein de domaines, mais j'ai essayé toujours de rattraper le temps perdu, de pas devenir un vieux con arriéré finalement qui suit pas les tendances. Et j'ai bossé très fort, beaucoup, encore, des nuits à ne pas endormir, pour comprendre comment ça fonctionnait et essayer de devenir bon dans chacune de ces choses qu'il fallait accomplir pour en fait que moi je puisse finalement faire ce que j'aimais pleinement. Du coup, c'était devenu un réel objectif et qui, cette fois-ci, une fois atteint, n'allait pas s'identifier à une prison comme ton entreprise, comme ce que tu avais pu faire avant? Arrive toujours un moment donné où tu es prisonnier de quelque chose, quoi qu'il arrive. Ça, aujourd'hui, je suis prisonnier de mon écosystème, par exemple. Je lève des grosses sommes d'argent, je dois rendre des comptes, je dois payer des gens, et donc du coup, tu es prisonnier de cet écosystème-là. Donc, mais tu le choisis. Tu le choisis, mais c'est pas pour autant que c'est pas... Là, tu vois, par exemple,
ça me freine en fait. Ça me freine puisque c'est plus ce que je cherche. J'ai quitté une entreprise, c'est pas pour en rebâtir une autre, même si c'est vraiment une entreprise, l'aventure, et il faut vendre des choses, il faut vivre, il faut gagner de l'argent. Ça me plaît moins en fait, cette dimension, ou en tout cas il faut que j'arrive à bien la sous-traiter. Voilà. Parce que je trouve que c'est une vraie question, tu vois, on dit souvent que les passions, les choses qui nous animent vraiment, le risque c'est que si on en fait notre métier, justement en fait ça passe de l'autre côté, ça devient une contrainte. Du coup c'est beaucoup plus pesant que de faire quelque chose où il y a vraiment tellement aucun enjeu que tu es complètement libre à le faire et que là ça te source. Ouais, certainement, mais il faut bien gagner sa vie et puis après il faut bien aussi, moi, il y a toujours derrière cette volonté d'aller encore plus loin, et donc du coup tout ça il faut le financer, aller encore plus loin, avoir une team, ramener des images, faire des choses extraordinaires. Il faut pouvoir l'accomplir, et tout ça, ça a un coût. Et donc, en fait, il y a l'aventure dans l'aventure. Voilà, finalement, il y a une aventure pour monter un projet, il y a une aventure pour financer un projet, et ensuite, il y a une aventure pour la vraie aventure qui est l'exploit sportif ou la mission pour laquelle on s'est dit qu'on allait réaliser cette chose. C'est personnel, je pense, et après, tout le monde ne le fait pas. Moi, j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans. Ouais, et du coup, parlons de tes aventures. Comment est-ce que tu les choisis? Comment est-ce que tu choisis où est-ce que tu vas aller, de quelle manière, et la durée, par exemple? Ça, c'est très aléatoire. Ça a beaucoup changé en fonction des années. Au tout départ, j'ai cherché des choses proches qui coûtaient pas cher. J'ai cherché des choses jamais faites. J'ai cherché des records du monde. Avec le temps, j'ai commencé à grossir, et donc à me dire, si j'avais de l'argent, je pourrais faire des choses comme ça, je pourrais aller à ce sommet-là, je pourrais avoir une équipe. Et en fait, les aventures évoluent avec le temps, avec ma volonté de découvrir des nouvelles disciplines, avec ma volonté de m'entraîner dans une nouvelle discipline. Et donc, tout ça, c'est en fonction de sa vocation personnelle, en fait, de comment on a envie d'évoluer et qu'est-ce qui nous fait plaisir. Moi, j'ai décidé d'être multitâche, d'être un athlète pas très bon partout, mais qui se débrouille dans tout. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans chacune de tes explorations? C'est qu'il faut que tu te débrouilles, que tu sois tout seul, et que ce soit, qu'en fait, que tu puisses compter que sur toi-même. De toute manière, tu peux compter que sur toi-même, même si tu as un staff, voilà, les pépins, il y en a, et clairement, quand tu te retrouves dans une phase de danger ou de solitude, il n'y a plus que toi sur qui tu peux compter. Donc, oui, et puis après, je pense que les problèmes, forcément, il y en a tout le temps, donc tu peux compter que sur toi encore plus, et tu dois te débrouiller tout seul, et voilà, et même tu peux avoir la plus grande équipe du monde, si tu es sur la banquise par -50 et que tu as un problème, l'hélico et qu'il y a une tempête ne viendra pas. Et en fait, la dimension des problèmes, même très bien entouré avec beaucoup d'argent, ne te sauvera pas. Donc, tu dois te débrouiller tout seul. Tu disais que le plus gros danger dans les voyages, c'est finalement les êtres humains. C'est ce que je pense, effectivement. Moi, je me suis fait tirer dessus plusieurs fois. Tu sens que finalement, les difficultés, elles sont quand tu rencontres l'homme. Les gens, ils veulent ta peau, ton argent, te kidnapper ou te tuer. Et c'est vrai que la nature, c'est dangereux, mais tu sais que tu vas t'y frotter. Alors que l'humain, c'est vraiment une des difficultés les plus instables, en fait, que tu ne peux pas contrôler. Et donc, oui, je reste persuadé que le plus gros danger, c'est l'humain. Et attends, juste parce que tu viens de nous dire que tu t'étais déjà fait tirer dessus plusieurs fois, dans quel contexte ? Je me suis fait tirer dessus au Mexique, en Guyane, au Brésil, par des orpailleurs. Enfin, ça arrive en fait dans plein de situations différentes, hein. Donc, les gens protègent ou quelque chose, un business illégal, ou on est sur un territoire, ou il faut pas voir quelque chose. Donc, le fait de s'aventurer dans des endroits qui sont un peu reculés, forcément, on arrive dans des milieux et avec des gens qui normalement ne devraient pas être découverts. Ce qui fait que ça pose des problèmes. Et voilà, et dans certains pays, il y a moins de difficultés à faire disparaître quelqu'un que chez nous, par exemple. Ça montre déjà le risque un petit peu de tes expéditions. Est-ce que tu pourrais nous revenir un petit peu plus en détail sur une expédition en particulier, celle de ton choix, une qui t'a beaucoup marqué, de quelle que soit la manière, nous raconter un petit peu en détail la préparation, comment tu y es allé, ce qui s'est passé, etc. Mais finalement, ça sera pas une expédition que je vais te raconter. Je vais te raconter plutôt
une petite expé humanitaire que j'ai bâtie avec mes filles, où j'avais envie. Moi, j'ai toujours eu comme pédagogie de montrer plutôt que de dire, de passer à l'action, toujours. Et donc, comment expliquer à un enfant en bas âge que l'eau est importante, par exemple? Est-ce que finalement, ça va être de crier tous les jours parce qu'il faut pas passer autant de temps sous la douche, il faut pas tirer la chasse et on peut pas gaspiller l'eau comme ça? Moi, je ne crois pas personnellement. En tout cas, ce n'est pas dans ma philosophie. Donc, je me suis dit, comment je peux véhiculer des valeurs et comment je peux transmettre à mes enfants quelque chose de très important dans le monde où on vit, que ça soit l'écologie, que ça soit le partage, que ça soit la découverte de paysages incroyables, que ça soit partager des moments avec sa famille, voir des choses qu'on n'oubliera jamais. Et je me suis dit, c'est de monter un projet qui, sans qu'on le veuille, aura tout ça à l'intérieur. Et donc du coup, j'ai monté un petit projet qui s'appelait Altaric, qui avait pour but de récupérer des affaires de surf usagées en France, plus particulièrement au Pays Basque, des combinaisons, des planches de surf. Je suis parti récupérer des cartons et des cartons de vêtements invendus. Et je me suis dit, je vais aller au Maroc dans un endroit que j'apprécie particulièrement et je vais aller les distribuer, je vais aller les donner à des personnes qui sont vraiment dans la nécessité, dans le besoin, et je vais le faire avec mes enfants. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pris mes enfants en bas âge et on est parti dans les écoles apporter des carnets parce qu'on travaille avec une association sur le cycle de l'eau, sur le respect de l'environnement, les déchets. Et mes filles ont compris que dans d'autres pays, les déchets, il y en avait partout et que c'était dur, que ça faisait mal au cœur. Et du coup, j'avais besoin de rien expliquer. Elles étaient toutes petites, elles étaient 4 et 6. On a vu des déchets partout, on a vu des enfants qui faisaient la manche, on a vu des enfants qui n'avaient pas à manger, on a vu des animaux, on a vu des choses très belles, d'autres très dures. On est parti dans les écoles, on a distribué des trousses, des fournitures scolaires, on a ramassé les déchets autour de certains endroits, on a expliqué le cycle de l'eau potable et elles ont compris aussi finalement que tout le monde n'avait pas d'eau dans les villages. Donc c'est toutes ces choses qui ont fait que on apprend à 100 fois plus en 15 jours que peut-être 10 ans à l'école. Et moi, j'ai cette vocation de transmettre de cette manière-là et j'ai cette envie de partager ma passion pour les voyages, les rencontres avec mes enfants de cette manière-là. C'est un voyage qui a été très très important puisque du coup, quand je me retrouve à la maison et que je dis par exemple les filles, s'il vous plaît, faites attention à l'eau, de suite, j'ai plus besoin de parler. Et du coup, c'est ce qui fait que ça a un impact et que voilà. Et par exemple, qui veut quoi à manger? On mange que ce qu'on a besoin, on ne gaspille pas et ça a un impact aussi parce qu'elle est partie donner de l'argent, par exemple, à une petite fille dans la rue et du coup, elle se rappelle, ça l'a rendue triste et tout et ça a des connotations. Et ou alors, par exemple, des choses plus belles, c'est elles me disent très souvent, papa, je t'aime comme les étoiles du Maroc, parce que finalement, le ciel étoilé en plein désert était incroyablement beau et c'est leur manière à elles d'exprimer aussi des sentiments. Et donc, du coup, c'est ça, on s'attache à des images, à des moments de vie qui ont une vraie connotation, bonne ou mauvaise, et qui nous permet en fait d'être dans cette éducation pédagogique simple. Oui, c'est leur transmettre des valeurs par l'expérience. Exactement. Et juste parce que tu parlais au départ d'affaires de surf, puis ensuite tu disais des carnets, des affaires d'école. Qu'est-ce que vous avez fait avec les affaires de surf? Vous êtes allé surfer avec les Marocains Exactement, on est parti surfer avec les Marocains, on a sourcé un petit peu les écoles qu'il y avait sur la côte, on est parti à Essaouira, Sidi Kaouki, à plein d'endroits à droite à gauche, et on a donné les affaires, et puis on est parti surfer avec eux, et puis on a échangé, on a mangé des tagines, et puis on est parti dans le désert, et puis ça nous a emmenés ailleurs. Et c'est ça aussi l'aventure, c'est qu'on ne sait jamais où c'est qu'on va vraiment aller, et finalement c'est cette volonté d'explorer sa quête de découvrir des choses qui étaient importantes. Et donc, mes filles ont adoré. On vivait dans un 4x4 qu'on avait emménagé. C'était incroyable, quoi. Mais c'est ce que tu disais au début, que de toute façon, le voyage, tu peux le programmer comme tu veux, il ne sera jamais exactement comme tu l'avais imaginé. Toujours. Il sera toujours comme tu l'avais... Jamais comme tu l'avais imaginé. Ça c'est une garantie. Et du coup, t'emmènes beaucoup tes filles en voyage? Enfin, ça t'arrive régulièrement?
De plus en plus, j'essaye de les emmener, de leur faire découvrir ce que je vois. On fait beaucoup de bateaux ensemble, on va à la montagne, on va camper, et j'essaye de partager ma passion avec elles, non pas pour leur montrer tout le temps la beauté du monde, mais aussi pour qu'elles comprennent un petit peu ce que je fais quand je suis absent, parce que l'absence est pas toujours simple. Et donc, elles comprennent finalement ce qui est important et pourquoi je le fais. Et voilà. Et comme ramener des films ou écrire un livre, c'est une manière aussi De leur qu'elles transmettre. qu'elles comprennent et aussi qu'elles comprennent ce que je fais, ce que je suis en ma quête, pourquoi je fais tout ça. Tu disais les manques enfin l'absence est assez compliquée parce que toi, c'est quoi ton rythme en fait? Tu pars à quelle fréquence? Je pars beaucoup. C'est très dur. Ça dépend vraiment en fait des années, des projets. Mais ça peut aller de 6 à 8 mois d'absence par an. D'accord. Voilà. Et en une seule expédition ou en plusieurs? Enfin, ça dépend Ben, complètement. c'est les entraînements, c'est la presse, c'est l'expédition en elle-même, c'est tout condensé, tout cumulé, ça fait 6 à 8 mois d'absence. Après, voilà, comme je le dis souvent, le reste du temps, je suis 100% dédié à mes enfants, je ne fais rien d'autre, je suis un explorateur et un papa, et quand je rentre chez moi, je suis là, je suis au goûter, je suis aux anniversaires, aux sorties piscine, et je ne fais que ça. Et elles, comment elles le vivent? Elles, comment elles le vivent, je pense que ça serait à elles de répondre, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ça va de mieux en mieux. On communique beaucoup, on s'exprime beaucoup, on échange beaucoup, et c'est ce qui fait la différence dans notre famille, c'est que on parle des moments qui sont douloureux, on essaye de les entendre des uns et des autres, et de trouver des solutions pour être un petit peu meilleur chaque jour qui suit. Est-ce que tu penses que tu leur transmets des graines d'aventurières pour leur évolution, en tout cas qu'elles regardent tes aventures avec des étoiles dans les yeux, comme un papa incroyable avec tout ce que tu fais? Bah, certainement. Là, pour te donner 2 exemples, mes filles, tu leur proposes un week-end en van ou de regarder un dessin animé, 1000 fois elles choisissent le week-end en van. Et là, je leur ai offert un livre chacune que je viens de sortir, Ouais. et elles l'ont tous les jours dans le cartable, alors que c'est un bouquin qui est hyper lourd et tout, et elles le montrent à tout le monde, elles sont hyper fières. Donc oui, j'imagine qu'il se passe quelque chose dans la tête de mes enfants et de mes filles, et je suis trop content pour elles, quoi. Toi, justement, l'écriture de ce livre, c'était un petit peu un moyen d'ancrer tes aventures pour qu'elles aient un repère, un socle de tout ça. C'était pour quelle idée? C'est surtout qu'elles comprennent ce que je fais dans la vie, voilà, et quel est mon métier, parce que c'est pas un métier qui est commun. Donc du coup, il faut réussir à l'imager, il faut réussir à mettre des mots, des choses dessus. Et là, c'est un livre, des fois, parfois ce sont des vidéos, parfois ce sont des collaborations que je fais avec elles, avec des sponsors qui sont d'accord, que j'inclus mes filles et tout. Donc je pense que c'est un écosystème en fait, qui fait qu'on essaie de gérer un bien-être général. Est-ce que tu pourrais nous parler, alors je ne sais pas du tout ta prochaine expédition et si tu as le droit de communiquer là-dessus, mais est-ce que tu peux nous parler de celle-ci? Alors ma prochaine expédition, je ne peux pas encore trop communiquer dessus, non, mais je tente de réaliser quelque chose de fou qui n'a jamais été fait, et je vais essayer, tant dans le concept de partager cette aventure que dans l'aventure en elle-même, de faire quelque chose de révolutionnaire. Et ça me prend beaucoup de temps, je suis beaucoup en réflexion tout le temps avec les équipes. Et donc là, on est en préparation, on est en train de gérer l'argent, et voilà. Et a priori, si ça se fait et que tout se passe correctement, ce sera incroyable, et ce sera pour le début de l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous dire un continent? Je peux te dire que ça sera dans l'extrême froid, en tout cas. Ok, très bien. Ça nous donne déjà un petit contexte d'image. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais, bon, pour faire rêver un petit peu nos auditeurs, nous raconter une expé plus en détail, je sais pas, la plus incroyable ou ta plus grande frayeur d'aventure, nous raconter un petit peu plus de détails pour nous faire voyager. Mais moi, je peux te raconter des sensations. Après, c'est vrai que toutes mes expéditions, elles sont complètement différentes, et que c'est difficile d'avoir toujours un plus qu'un moins, et je pense que dans chaque aventure, il y a des choses incroyablement belles et des choses incroyablement dures, et qu'en fait, il n'y a pas d'équivalence ou de comparaison à avoir. Mais une sensation qui revient très souvent, et pourquoi je fais des aventures, c'est parce que j'aime ce moment où le reste du monde n'existe plus.
et où tu es sur un bateau, où tu es en train de marcher dans un désert, où tu es sur la banquise en train de progresser à ski, et tu es seul, face à toi-même, avec tes démons, avec tes réflexions, avec tes manques, avec toutes les questions pour lesquelles tu ne prends plus le temps de te poser, de réfléchir, de savoir effectivement ce qui est bon ou non pour toi. Et moi, c'est ça que j'aime vraiment profondément dans les expéditions, c'est cette sensation d'avoir monté un projet pour te retrouver seul et devoir affronter en fait cette solitude et te dire que c'est ta volonté d'être là et finalement de comprendre qu'il y a un autre monde qui existe et que sortir de cet écosystème où tout va vite, où tout est contrôlé, où tout est fait pour aller d'un point A à un point B, dans une voiture, dans un métro, pour aller dans un bâtiment, pour ne plus bouger, pour parler d'argent. Moi, je crois personnellement profondément que les gens ne prennent plus le temps de se questionner sur ce qui est bon ou non pour eux. Et c'est cette sensation incroyable que je retrouve en expédition quand je suis au milieu de l'océan Atlantique et que je vois des baleines et que je capte plus et que je n'ai rien d'autre à faire que réfléchir à ma vie, aux gens qui me manquent et à mes priorités et à me dire c'est beau, ça me fait du bien et ça me procure vraiment un grand bonheur en fait de me retrouver là. Et même si parfois c'est extrêmement dur et qu'il faut affronter des ours, qu'il faut affronter des crevasses ou qu'il faut affronter des scorpions, des serpents ou un milliard de choses, euh, j'aime ce dépassement de soi en fait où rien n'est acquis, où finalement de par notre place à cet instant bien précis, on comprend qu'on est vraiment rien du tout et qu'on n'est que de passage. Et ça fait du bien d'être remis à sa place comme ça et pas de croire qu'on est la toute puissance, qu'on consomme, qu'on peut tout avoir. Et moi, ça me fait beaucoup de bien de me retrouver dans ces situations-là. Est-ce que c'est un moyen en fait de te reconnecter à toi-même, à l'instant présent, au monde qui t'entoure, sans toutes ces choses parasites du quotidien, de la société, tout ça? Ouais, exactement. Puis après, c'est pas, il y a effectivement cette reconnexion. Et puis, il y a la beauté des paysages. Il y a le fait que ça se trouve, je suis en train de vivre un moment qui ne se reproduira jamais dans ma vie, et que je suis une des seules personnes au monde à pouvoir être là à ce moment-là, et que je suis en train de vivre un moment unique gravé dans l'histoire de toute ma vie. Et ça, c'est incroyable. Et ça me fait autant de bien que, effectivement, de me reconnecter. Mais moi, je suis animé par cette notion du temps qui est très difficile et pour laquelle je pars du principe que la vie est régie par le temps et donc je n'ai absolument pas besoin d'en dépenser inutilement. Et je dois faire les choses que j'aime. Ce que tu mentionnes avec cette façon d'envisager le temps, c'est que pour toi, voilà, il y a une urgence à vivre le moment présent parce que de toute façon, il va s'écouler, donc il faut le vivre intensément. Moi, j'ai une notion du temps qui est très compliquée et qui est effectivement, moi, j'ai fait face à la mort plusieurs fois. J'ai fait des morts médicales. J'ai pris beaucoup de risques et tout. Et donc, forcément, jamais de ma vie, je pourrais concevoir que j'ai le temps de quelque chose, d'attendre. Je ne comprends pas en fait cette philosophie-là. Je ne comprends pas les gens qui pensent avoir le temps. Ça me dépasse complètement. Chacun fait comme il veut et tout, mais un beau jour, je suis persuadé qu'on se lève et qu'on a 50 ans et qu'on est là. Ah, si j'avais su. Moi, ça m'arrivera pas. Je veux faire ce que j'aime, je veux accomplir de grandes choses, je veux vivre des grandes émotions, je veux peut-être pourquoi pas marquer l'histoire. En fait, je veux m'accomplir en tant qu'homme, tout simplement. Et c'est vrai que peut-être mes rêves sont un petit peu plus grands que certains, mais j'ai l'honnêteté de vouloir aller au bout. Tu disais que les moments que tu adores là dans le voyage, quand tu pars en exploration, c'est de te retrouver face à un moment, un paysage où là tu te reconnectes justement à toutes ces choses, à le fait de vivre intensément ce moment. Est-ce que tu pourrais nous en partager un, nous expliquer un contexte, une fois où tu as ressenti ça? Mais par exemple, dans le désert, tu vois, n'importe quel désert en fait. Tu peux aller dans n'importe quel désert du monde. Une fois que tu es rentré dans l'antre des dunes ou du désert, quel qu'il soit et tout, et que tu t'arrêtes, tu découvriras pour la première fois de ta vie ce qu'est le silence. Personne ne sait ce qu'est le silence tant qu'on n'est pas allé au fin fond d'un désert. Personne ne peut imaginer en fait ce que c'est ne rien entendre.
rien du tout. Même pas un grésillement, rien du tout. Si ce n'est le vent qui souffle et qui déplace très légèrement le sable sur les dunes, et c'est tout. Et ça, c'est une sensation incroyable. C'est une sensation incroyable de découvrir la vraie valeur du silence. Et c'est cette sensation que je ramène avec moi qui crée une différence avec le monde de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je ne suis pas fait pour vivre dans les grandes villes et je ne suis pas fait pour être parasité par beaucoup de bruit et que ça influe directement sur mon écosystème et mon bien-être. C'est parce que je connais la vraie valeur du silence. Et tu vas souvent en quête de silence dans tes explorations ? Très souvent, je vais en quête de silence, je vais en quête de solitude aussi, beaucoup, parce que c'est très important pour moi. Je vais en quête de difficulté, parce que se confronter à quelque chose de difficile nous permet de savoir qui on est, de trouver ce qu'on a au fond de nous, de mieux nous connaître. Et donc, oui, je fais toutes ces expériences aussi pour ça. J'ai l'impression qu'il y a une portée un peu spirituelle aussi dans chacun de tes voyages. Il y a une quête, évidemment, la quête du bonheur, quoi qu'il arrive, elle est derrière tout ça. Et moi, je suis dans l'exploration de ma vie avant d'être dans l'exploration des continents et des expés que je mène. Donc, c'est bien sûr. Et du coup, nous raconter une de tes plus grandes frayeurs ? Oui, j'ai eu des moments très durs. Je me suis fait piquer par un scorpion dans le Grand Canyon. J'ai été paralysé sur la moitié du corps, par exemple. Ça a été très, très dur. Où j'ai failli me faire percuter par un bateau en pleine nuit après 2 jours de navigation en plein océan Atlantique. Un bateau qui fonçait sur nous, ça a été très, très dur. J'ai eu peur que la glace se brise pendant que je dormais sur la banquise et que je me retrouve sur un mauvais côté du glaçon. Donc c'est plein de sensations qui sont incroyablement folles et à la fois qui me paraissent moi juste normales, mais qui sont mon quotidien. Et tous ces moments, ça te donne de l'adrénaline qui te pousse à aller encore plus loin à chaque fois ? Exactement, l'adrénaline, moi je suis assez drogué à ça et effectivement j'en ai besoin aussi de me retrouver dans la mouise pour me sentir vivant. Est-ce que tu souhaiterais partager à nos auditeurs une expérience ou une réflexion autour de tout ça, un message à transmettre ? Oui, je pense qu'on rentre dans un ère où malheureusement on est sur un déclin et j'aimerais juste que les gens se rendent compte que la vie c'est pas travailler, ce n'est pas se lever à 7h du matin et se coucher à 19h le soir, ce n'est pas ne pas voir ses enfants, ce n'est pas profiter de la nature, c'est pas ça en fait. Malheureusement, il y a un écosystème parallèle qui existe et il faut en profiter tant que c'est possible. Donc, j'aurais toujours tendance à essayer d'éveiller les gens sur ce qui se passe à côté et de temps en temps se faire du mal pour s'extraire de cet univers dans lequel on évolue, pour se lancer dans autre chose et découvrir de nouvelles sensations qui peuvent certainement nous rendre plus heureux. Donc, expérimenter et être ambitieux ? Ambitieux, peut-être pas, en fait. Ambitieux pour soi-même, oui. Se donner la possibilité d'avoir des rêves et d'essayer de les réaliser ? Exactement. Et ça, c'est un message que tu transmets à tes filles ? Oui, évidemment. Par curiosité, tu vois, j'imagine que c'est une question qu'on pose souvent aux petits, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. On dit toujours qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Elles te répondent quoi ? On peut leur poser la question si tu veux. Ouais, vas-y. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me donner vos prénoms ? Moi, je m'appelle Eddie. Et moi, Pita. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard, toi ? Tu ne sais pas ? Non. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard ? Avant, j'avais pensé maîtresse. D'accord. Et toi ? Mais je sais pas. Je ne sais pas. Donc tu vois, la petite, elle se pose encore les questions, elle a le temps de savoir ce qu'elle veut faire dans la vie, et il faut rêver d'abord, non ? Et la grande, elle voulait être maîtresse, elle voulait apprendre des choses à d'autres enfants, et ça lui plaît bien, ce côté un petit peu transmission. Super. Bah écoutez, merci les filles pour votre participation. Elles ont quel âge aujourd'hui ? Tu as quel âge ? 6 ans, et la grande 7 ans. 7 ans, va avoir 8 ans en décembre. Est-ce que vous pouvez me raconter qu'est-ce que ça fait d'avoir un papa comme le vôtre ? C'est génial. Ces voyages, par exemple, est-ce que vous êtes fiers de lui ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que ça vous fait rêver ? Ça fait un peu peur et en même temps, je suis contente pour lui. Moi, je suis triste parce qu'il fait que partir. C'est vrai. Et votre papa, il m'a raconté que vous étiez parti avec lui au Maroc ? Alors, Ellie, je sais plus si elle est partie au Maroc.
Non, pas cette fois-ci. Non, Ellie, non, mais moi, oui. Et est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé comment est-ce que ça s'est passé la rencontre avec les autres enfants quand tu étais dans les écoles? Tu te rappelles quand on est allé dans les écoles et qu'on a donné des fournitures, des cahiers à des enfants et qu'on a vu la petite fille qui demandait de l'argent et après on est parti, on a partagé plein de choses. Tu te rappelles tout ça? Ah oui, Oui. j'ai vu dans un livre. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait, cette expérience, tout ça? Ça t'a donné? Bah, c'était bien mais je trouve que c'était un peu triste parce qu'il y avait beaucoup de gens pauvres. Et ça t'a appris des choses? Qu'est-ce que tu as appris, par exemple? Est-ce que tu as appris que l'eau, c'était importante? Oui, quand même. Et la nourriture aussi? Oui. Et les déchets, ça t'a fait quoi de voir plein de déchets? J'ai été triste. Et oui, t'as beaucoup pleuré pour ça. À l'école, ils ont mis maintenant une affiche avec pas gaspillage pour le manger. Parce que j'ai gaspillé tout, les autres. Je dis, non, mais c'est bon, Lucien. Mange-le ou sinon tu me le donnes. Donc toi, ça t'a sensibilisé à ça. Oui. Et est-ce que toutes les deux, ça vous fait rêver de voyager? On voyage pas trop. Et vous aimeriez bien voyager plus? Oui. Et plus tard, vous aimeriez faire des grands voyages comme papa ou... Non, ça c'est son truc à lui. Pas des énormes comme ça, avec des scorpions et tout, parce que ça fait encore un peu peur et tout ça. Aussi, je peux mourir, donc j'ai pas très envie de mourir aussi. On est d'accord. Mais on fait plein d'aventures quand même, on part à la montagne. Oui. On fait des feux, des chamallows, on grimpe les montagnes, tout ça. Hein. Ah ouais, ça a l'air trop cool, vous partez en van et tout. Oui. C'est quoi pour vous le sens de la vie? C'est quoi être heureux? Que papa soit là, qu'il parte pas souvent. Et toi, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous dansez, vous chantez? Je fais de la danse, du crossfit, je vais à l'école. Je fais pas trop de travail. Pour moi, c'est pas trop. D'accord. Normal, ils m'ont mis avec la maîtresse de CP. Donc, c'est un peu facile. Ouais, toi, t'es plus grande quand même. Oui, je suis en CE2. Bon, bah merci les filles d'avoir participé. Bah, merci à toi aussi. Bah écoute, merci en tout cas pour tout ce partage, pour les bonnes valeurs que tu transmets, les valeurs de pédagogie, de transmission familiale, et puis simplement d'avoir envie de vivre nos rêves en fait et de pas s'empêcher d'y aller. Eh bien, avec plaisir, franchement, ça fait du bien d'avoir des supports pour pouvoir le partager, donc je suis ravi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T et merci à Loury pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous avez une histoire surprenante à raconter ou si vous connaissez quelqu'un qui en a une, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre cela ensemble. Retrouvez le podcast au nom de Instant T Podcast sur Instagram et à très bientôt pour le prochain épisode.